Mes frères et sœurs, rassemblez-vous autour du feu qui danse, car j'ai une histoire à vous conter. Une histoire qui s'est déroulée sous notre même ciel étoilé, dans notre Afrique bien-aimée, où les mystères anciens côtoient encore la vie moderne. Ouvrez vos cœurs et tendez vos oreilles, car cette histoire pourrait bien changer votre regard sur la nuit qui nous entoure. Dans la région de Sikasso, au Mali, là où les collines ondulent comme les flancs d'un animal endormi, se dressait le village de Faraba. Ni trop grand ni trop petit, Faraba comptait environ 2000 âmes qui vivaient au rythme des saisons, entre les champs de mil et de coton qui s'étendaient à perte de vue sous le soleil généreux. C'était un village où les traditions anciennes se mêlaient harmonieusement à la modernité timide, quelques antennes paraboliques trônaient sur les toits de Banco, les jeunes gens portaient des téléphones portables dans leurs poches tout en respectant scrupuleusement les paroles des anciens, et les femmes pilaient encore le mil dans leur mortier de bois tout en écoutant les dernières chansons de Bamako à la radio. Au cœur de ce village vivait Fatoumata Sangaré, que tout le monde appelait affectueusement Fatou. À 16 ans, elle possédait cette beauté particulière des filles de sa région, grande et élancée comme un palmier, la peau couleur de miel doré, les yeux brillants d'intelligence et de malice. Mais ce qui frappait le plus chez Fatou, c'était son sourire. Un sourire qui illuminait son visage entier et semblait réchauffer quiconque le recevait. Fatou était connue dans tout Faraba pour 3 choses, sa voix cristalline qui enchantait les soirées de contes, son habileté exceptionnelle au tissage, et surtout sa manie de contempler la lune. Chaque soir, dès que l'astre nocturne apparaissait dans le ciel, on pouvait être sûr de trouver Fatou assise sur la terrasse en banco de la concession familiale, le regard levé vers les étoiles. Cette fille va finir par avoir un torticolis à force de regarder en l'air, plaisantait souvent sa mère, Aminata, une femme robuste aux mains habiles qui dirigeait l'une des coopératives de tissage les plus respectées de la région. Laisse-la donc rêver, ma sœur, répondait invariablement Mamou, la grand-mère de Fatou, une vieille dame de 80 ans dont les yeux pétillaient encore de sagesse et d'humour. Les jeunes qui contemplent la lune deviennent souvent des griots ou des guérisseurs. Et notre famille a toujours eu des liens particuliers avec les esprits de la nuit. Cette dernière remarque faisait toujours sourciller Aminata. Elle appartenait à cette génération qui avait un pied dans les traditions et l'autre dans la modernité, et préférait ne pas trop s'attarder sur les liens particuliers dont parlait sa belle-mère. Fatou, elle, ne se posait pas tant de questions. Elle aimait simplement ces moments de solitude sous les étoiles, quand le village s'apaisait progressivement et que seul résonnait le chant des grillons, les murmures des conversations qui s'éteignaient, et parfois, au loin, le son mélancolique d'une flûte peule portée par le vent du soir. La lune était son amie, sa confidente silencieuse. Elle lui racontait ses rêves de voyage, ses espoirs de devenir un jour une tisserande reconnue dans tout le Mali, ses questionnements d'adolescente sur l'amour et l'avenir. Dans ces moments-là, Fatou avait l'impression que l'astre lunaire l'écoutait vraiment, qu'il comprenait ses joies et ses peines. « Tu sais, grand-mère lune, murmurait-elle parfois, j'aimerais tellement voyager comme toi. Voir tous les villages, toutes les villes, tous les pays que tu éclaires de ta lumière. » Bien sûr, elle n'attendait pas de réponse. Comment la lune pourrait-elle lui répondre? C'était juste sa façon à elle de rêver à voix haute, de donner forme à ses aspirations en les partageant avec cette présence bienveillante qui veillait sur son sommeil depuis l'enfance. C'était une nuit de saison sèche, au mois de février, quand l'air est encore frais et que l'harmattan souffle doucement du Sahara, apportant avec lui cette poussière fine qui dore tous les paysages. La lune était pleine, majestueuse, suspendue dans un ciel d'un noir profond piqué d'étoiles brillantes comme des diamants. Fatou avait terminé ses tâches ménagères plus tôt que d'habitude. Elle avait aidé sa mère à préparer le dîner, un délicieux taux au gombo accompagné de poissons fumés, puis avait participé aux conversations familiales autour du thé à la menthe que préparait son père, Sédou, avec la lenteur rituelle que respectent tous les hommes de sa génération. Vers 9 heures du soir, elle s'excusa poliment et monta sur la terrasse pour son rendez-vous quotidien avec les étoiles. Elle s'installa sur sa natte préférée, celle que sa grand-mère avait tissée avec des motifs représentant des oiseaux migrateurs, et leva les yeux vers le ciel. La lune semblait particulièrement brillante ce soir-là. Fatou la contempla longuement, laissant ses pensées vagabonder. Elle repensait à sa journée au marché de Sikasso, où elle avait accompagné sa mère pour vendre leur dernière création. Plusieurs commerçants avaient admiré ses tissages, et l'un d'eux, un homme de Bamako, lui avait même proposé de travailler pour lui. « Un jour, je créerai ma propre marque, murmura-t-elle à la lune.
Des tissus modernes inspirés de nos traditions anciennes. Je voyagerai dans toute l'Afrique pour rencontrer d'autres artisans, apprendre leurs techniques. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produisit. Au début, Fatou crut que ses yeux lui jouaient des tours. Il lui sembla voir, non, c'était impossible. Pourtant, en regardant plus attentivement, elle dut se rendre à l'évidence, il y avait bel et bien un visage dans la lune. Pas les jeux d'ombre et de lumière que tout le monde peut voir en observant l'astre nocturne, non. Un vrai visage, avec des traits distincts, des yeux qui la regardaient, une bouche qui semblait sur le point de parler. Fatou cligna des yeux plusieurs fois, secoua la tête, se frotta les paupières. Mais le visage était toujours là. C'était le visage d'un homme âgé, avec une barbe blanche, des rides qui parlaient de sagesse et d'expérience, et surtout des yeux d'une profondeur infinie qui semblaient voir directement dans son âme. Le cœur de Fatou se mit à battre la chamade. Elle avait peur, mais en même temps, elle était inexplicablement attirée par ce phénomène extraordinaire. Le visage dans la lune n'avait rien de menaçant. Au contraire, il dégageait une impression de bienveillance, de sagesse ancestrale. Et puis, l'impossible arriva. Le visage bougea. Les lèvres s'entr'ouvrirent, et une voix résonna dans l'esprit de Fatou. Pas dans ses oreilles, dans son esprit, directement, comme une pensée qui ne serait pas la sienne. Fatou, fille de Sédou, petite fille de Mamou la tisserande, arrière-petite-fille de Kadiatou la guérisseuse. La jeune fille faillit tomber de sa natte. Comment cette apparition connaissait-elle non seulement son nom, mais aussi sa lignée familiale? Et comment était-il possible qu'elle entende cette voix sans que ses oreilles perçoivent aucun son? N'aie pas peur, enfant, continua la voix dans son esprit. Je suis Amadou Ampateba, le gardien des mémoires, le protecteur des traditions. J'ai vécu il y a longtemps, et maintenant je veille sur ceux qui portent en eux la flamme de notre culture. Amadou Ampateba. Fatou connaissait ce nom. Tout élève malien connaissait le grand sage et écrivain qui avait consacré sa vie à préserver les traditions orales de l'Afrique. Mais il était mort depuis des décennies. Tu penses que la mort est une fin, reprit la voix avec une pointe d'amusement. Mais pour nous, gardiens de la mémoire, elle n'est qu'un changement d'état. Nous continuons à veiller sur notre peuple, à guider ceux qui sont appelés à transmettre notre héritage. Fatou retrouva enfin sa voix, bien que ses mots sortent dans un murmure tremblant. Mais vous êtes mort. Comment pouvez-vous me parler? La mort du corps n'est pas la mort de l'esprit, ma fille. Et toi, tu as été choisie pour une mission particulière. C'est pourquoi tu peux me voir, m'entendre. Le don court dans ta famille depuis des générations. Le visage dans la lune sourit, et Fatou sentit une chaleur étrange l'envahir, comme si elle était soudain enveloppée dans une couverture invisible tissée de rayons lunaires. Écoute-moi bien, Fatou. Notre culture, nos traditions, nos langues sont en danger. Chaque jour qui passe, nous perdons un peu plus de notre âme collective. Les jeunes se tournent vers l'Occident, oubliant la richesse de leur propre héritage. Les anciens meurent sans avoir transmis leur savoir. Les griots se font rares, les contes se perdent, les techniques artisanales disparaissent. Fatou hocha la tête, troublée mais fascinée. Elle avait elle-même constaté ces changements dans son village et lors de ses voyages au marché. Toi, continua Amadou Ampateba, tu as reçu un triple don, celui de créer avec tes mains, celui de raconter avec ta voix, et celui de voir au-delà des apparences. Tu es appelée à devenir une passerelle entre l'ancien et le nouveau, une gardienne qui saura adapter nos traditions au monde moderne sans les dénaturer. Mais comment faire? Je ne suis qu'une fille de village, je n'ai pas étudié à l'université, je ne connais pas les grands de ce monde. Le rire du sage résonna dans l'esprit de Fatou, un rire chaud et réconfortant. Crois-tu que Sundiata Keïta était un grand quand il était encore paralysé? Crois-tu que Yenanga était une reine quand elle n'était qu'une princesse rebelle? Les grandes destinées commencent toujours par de petits pas, ma fille. Et tu n'es pas seule. Le visage dans la lune devint plus net, plus précis, et Fatou put voir dans ses yeux une intensité qui la fit frissonner. Dans 3 jours commencera le Festival des arts et traditions de Sikasso. Des artisans, des conteurs, des musiciens viendront de tout l'Ouest africain. Parmi eux se trouvera un homme que tu dois absolument rencontrer. Il s'appelle Moussa Traoré, oui, comme ton nom de famille, ce n'est pas un hasard.
C'est un marchand d'art qui travaille avec les musées d'Europe et d'Amérique. Il cherche de jeunes talents pour un projet très particulier. Quel projet? La création d'un centre culturel itinérant qui parcourra l'Afrique et le monde pour faire connaître nos arts, nos histoires, nos traditions. Un centre qui utilisera les technologies modernes Internet, réalité virtuelle, applications mobiles pour toucher les jeunes générations tout en respectant l'authenticité de notre héritage. Fatou sentit son cœur s'emballer. Un tel projet correspondait exactement à ses rêves les plus fous, voyager, créer, transmettre. Mais comment vais-je le reconnaître? Il portera un pendentif en forme de calebasse, forgé dans l'or de Siguiri. Et il sera accompagné d'une femme européenne, une ethnologue qui s'appelle Marie Dubois. Ils chercheront spécifiquement de jeunes artisans capables de créer des ponts entre tradition et modernité. Le visage dans la lune commença à s'estomper légèrement, mais la voix restait claire dans l'esprit de Fatou. Attention, ma fille. Cette opportunité ne se présentera qu'une fois. Tu devras faire preuve de courage pour saisir ta chance. Et surtout, méfie-toi de ceux qui voudraient te décourager ou t'éloigner de ta mission. Tous ne comprendront pas ce qui t'arrive. Comment saurais-je que je prends les bonnes décisions? Fais confiance à ton cœur et aux enseignements de tes ancêtres. Nous serons là pour te guider, mais c'est à toi de choisir ton chemin. La lune redevint progressivement normale, et le visage d'Amadou Hampâté-Bâ disparut comme il était apparu. Fatou resta assise sur sa natte, le souffle court, se demandant si elle n'avait pas rêvé. Mais au fond de son cœur, elle savait que tout cela était bien réel. Les 2 jours qui suivirent furent les plus étranges de la vie de Fatou. D'un côté, elle brûlait d'impatience à l'idée de participer au festival et de rencontrer ce mystérieux Moussa Traoré. De l'autre, elle était rongée par le doute. Avait-elle vraiment vu et entendu l'esprit d'Amadou Hampâté-Bâ, ou avait-elle été victime d'hallucinations? Elle ne pouvait en parler à personne. Qui la croirait? Sa mère la prendrait pour folle et l'enverrait chez le guérisseur. Son père, homme pragmatique s'il en est, hausserait les épaules et lui conseillerait de moins veiller tard. Même sa grand-mère Mamou, pourtant ouverte au mystère du monde invisible, aurait du mal à accepter une histoire aussi extraordinaire. Fatou passa ces 2 journées dans un état de fébrilité permanente. Elle travaillait sur ses tissages avec une énergie nouvelle, créant des motifs qu'elle n'avait jamais tentés auparavant. Ses doigts semblaient guidés par une inspiration surnaturelle, et les dessins qui naissaient sous ses mains la surprenaient elle-même par leur beauté et leur originalité. « Ma fille, qu'est-ce qui t'arrive ?» lui demanda sa mère en découvrant ses dernières créations. « Ces tissus sont magnifiques, mais ils ne ressemblent à rien de ce que tu fais habituellement. » « J'expérimente, maman. J'essaie de mélanger nos motifs traditionnels avec des formes plus modernes. » Aminata examina les tissus avec l'œil expert de la professionnelle qu'elle était. Il y avait là un pagne où les motifs géométriques Bambara se mêlaient harmonieusement à des représentations stylisées d'antennes paraboliques et de téléphones portables. Un autre présentait des scènes de marché traditionnelles où les femmes portaient des pagnes aux couleurs éclatantes tout en consultant leur smartphone. Le 3e montrait un baobab géant dont les branches portaient à la fois des fruits traditionnels et des symboles de la modernité, avions, ordinateurs, satellites. C'est révolutionnaire, murmura Aminata, visiblement impressionnée. Tu as créé quelque chose de totalement nouveau. Où as-tu trouvé ces idées? Dans mes rêves, maman. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Depuis sa rencontre avec le visage dans la lune, Fatou faisait effectivement des rêves extraordinaires, peuplés d'images et de visions qui nourrissaient sa créativité. Le 3e soir, Fatou monta sur sa terrasse avec une appréhension mêlée d'espoir. La lune serait-elle de nouveau là pour la rassurer, pour confirmer que tout cela était bien réel? L'astre nocturne était un peu moins plein que 3 jours auparavant, mais toujours magnifique dans le ciel étoilé. Fatou s'installa sur sa natte et leva les yeux, le cœur battant. Pendant de longues minutes, rien ne se passa. La lune restait la lune, belle mais silencieuse. Fatou commençait à se dire qu'elle avait effectivement rêvé quand le visage réapparut, plus flou que la première fois mais indéniablement présent. « Tu doutes, ma fille ?» dit la voix familière dans son esprit. « C'est normal. Douter fait partie de la sagesse. J'ai peur de me ridiculiser, » avoua Fatou. Et si ce Moussa Traoré n'était pas là? Et si tout cela n'était que le produit de mon imagination?
Alors tu auras simplement participé à un festival et montré tes créations. Où serait le mal? Mais si tu ne tentes rien, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qui aurait pu arriver. Le sage marqua une pause, puis reprit. D'ailleurs, regarde dans le tiroir du bas de la commode de ta grand-mère. Tu y trouveras quelque chose qui t'aidera à croire. Le visage s'estompa, et Fatou resta perplexe. Que pouvait-il bien y avoir dans la commode de grand-mère Mamou? Le lendemain matin, Fatou attendit que sa grand-mère soit occupée dans la cour pour se glisser discrètement dans sa chambre. Elle ouvrit le tiroir du bas de la vieille commode en bois qui avait appartenu à l'arrière-grand-mère de Mamou. Au milieu des pagnes soigneusement pliées et des sachets d'encens, ses doigts rencontrèrent quelque chose d'inattendu, un cahier relié de cuir, visiblement ancien. Elle le sortit avec précaution et l'ouvrit. À la première page, d'une écriture soignée à l'encre bleue, elle lut. Journal spirituel de Kadiatou Sangaré, guérisseuse et voyante, commencé en l'an 1945. Kadiatou. Son arrière-grand-mère, celle qu'avait mentionné le visage dans la lune. Fatou tourna les pages avec des mains tremblantes. Le cahier était rempli de notes, de dessins, de descriptions de visions et de rêves prophétiques. Et là, à la page 47, elle tomba sur un passage qui lui coupa le souffle. Cette nuit, j'ai rêvé d'un homme sage aux cheveux blancs qui me parlait depuis la lune. Il m'a dit que le don de notre famille se transmettrait de génération en génération, mais qu'il sauterait parfois 1 ou 2 échelons pour réapparaître plus fort chez l'une de mes descendantes. Cet enfant, m'a-t-il dit, naîtra quand les traditions anciennes et le monde moderne entreront en conflit. Elle aura pour mission de les réconcilier. Plus loin, Kadiatou avait dessiné un visage d'homme âgé d'une ressemblance saisissante avec celui qu'avait vu Fatou. Et en bas de la page, une note troublante. Il s'est présenté sous le nom d'Amadou Ampateba, mais c'était avant que ce grand homme ne naisse dans notre monde. Les esprits connaissent l'avenir comme nous connaissons le passé. Fatou referma le cahier, bouleversé. Tout était donc vrai. Le don existait réellement dans sa famille, et elle était l'élue dont avait parlé son arrière-grand-mère il y a plus de 70 ans. « Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre, petite fille ?» Fatou sursauta. Grand-mère Mamou se tenait dans l'embrasure de la porte, mais son expression n'était pas sévère. Plutôt, compréhensive. « Grand-mère, j'ai trouvé le cahier de mon arrière-grand-mère. » Mamou s'approcha et s'assit sur son lit avec un soupir. « Je me doutais que ce jour arriverait. Ta mère ne croit plus à ces choses-là, mais moi, j'ai toujours su que le don réapparaîtrait chez l'une de mes petites filles. Et depuis quelques jours, je te vois différente. Plus lumineuse, comme habitée par quelque chose de plus grand que toi. » Fatou raconta tout à sa grand-mère, la vision dans la lune, la voix d'Amadou Ampateba, la mission qui lui était confiée, le festival qui devait commencer le lendemain. Mamou écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Quand Fatou eut terminé, la vieille dame resta silencieuse un long moment. « Ta mère ne comprendra pas, dit-elle enfin. Elle a trop peur du qu'en dira-t-on. Mais moi, je sais que tu dois suivre ton chemin. Je vais lui dire que tu m'accompagnes au festival pour m'aider à vendre mes tissages. Cela te donnera la liberté d'agir. Tu me crois vraiment, grand-mère ? » Mamou sourit et caressa tendrement la joue de sa petite fille. « Ma chérie, j'ai moi-même rêvé d'Amadou Ampateba il y a 3 nuits. Il m'a dit de te faire confiance et de t'aider dans ta mission. Les esprits de nos ancêtres ne nous abandonnent jamais. » Le Festival des Arts et Traditions de Sikasso était un événement majeur dans la région. Pendant une semaine, la ville se transformait en une gigantesque scène où se mêlaient musique, danse, contes, artisanat et gastronomie de tout l'Ouest africain. Fatou et sa grand-mère arrivèrent dès le matin du premier jour, leurs plus beaux tissages soigneusement pliés dans de grandes calebasses. Elles installèrent leur stand dans l'allée des artisans, entre un sculpteur sur bois sénégalais et une potière burkinabé. L'atmosphère était électrisante. Partout résonnaient les sons des djembés, des balafons, des koras. Les griots racontaient leurs histoires sous les arbres à palabres reconstitués. Les danseurs masqués évoluaient dans des tourbillons de couleurs. L'air embaumait les épices, l'encens et les grillades. Fatou exposait ses créations révolutionnaires sur le devant du stand. Très vite, elles attirèrent l'attention des visiteurs. Beaucoup s'arrêtaient, intrigués par ce mélange inédit de tradition et de modernité.
Quelques collectionneurs prirent des photos et demandèrent ses coordonnées. Mais l'homme au pendentif en forme de calebasse ne se montrait pas. Les heures passaient, et Fatou commençait à perdre espoir. Et si tout cela n'était qu'une illusion? Et si elle s'était inventé cette histoire pour donner du sens à ses aspirations? C'est vers 4 heures de l'après-midi qu'elle les vit enfin. Un homme d'une 50aine d'années, grand et élégant, vêtu d'un boubou blanc immaculé, se dirigeait vers son stand accompagné d'une femme européenne aux cheveux châtains. Et là, sur sa poitrine, brillait un pendentif en or en forme de calebasse. Le cœur de Fatou s'emballa. C'était eux. Moussa Traoré et Marie Dubois. L'homme s'arrêta devant ces tissages et les examina avec une attention qui trahissait l'expert. La femme prenait des notes sur un petit carnet. Ces créations sont remarquables, dit finalement Moussa Traoré avec un accent qui trahissait ses origines maliennes. Qui en est l'auteur? C'est moi, monsieur, répondit Fatou d'une voix qu'elle espérait assurer. Vous? Mais vous êtes si jeune. Comment avez-vous eu l'idée de mélanger ainsi les motifs traditionnels avec des symboles modernes? Fatou respira profondément. C'était le moment de jouer sa carte. Monsieur, puis-je vous parler en privé? J'ai quelque chose d'important à vous dire. Moussa Traoré et Marie Dubois échangèrent un regard intrigué, puis acceptèrent de s'éloigner du stand pour s'installer à une table de thé à l'ombre d'un baobab. Monsieur Traoré, commença Fatou, je sais que vous cherchez de jeunes artisans pour votre projet de centre culturel itinérant. L'homme sursauta légèrement. Comment savez-vous cela? Nous n'avons encore parlé de ce projet à personne ici. C'est une longue histoire. Mais je sais aussi que vous travaillez avec des musées européens et américains, et que vous voulez utiliser les nouvelles technologies pour faire connaître nos traditions. Marie Dubois se pencha vers elle, visiblement fascinée. Vous avez fait des recherches sur nous? Pas exactement. Fatou hésita, puis décida de jouer le tout pour le tout. Il y a 3 jours, j'ai eu une vision. Un esprit m'a parlé depuis la lune et m'a annoncé votre venue. Un silence pesant tomba sur la table. Moussa Traoré et Marie Dubois se regardèrent, visiblement sceptiques. Écoutez, mademoiselle, dit finalement l'homme avec bienveillance, vos tissages sont très beaux, et votre imagination est fertile, mais nous cherchons des collaborateurs sérieux, pas des. Le nom de votre mère est Aïssata, l'interrompit Fatou, surprise elle-même par les mots qui sortaient de sa bouche. Elle vit toujours à Key, dans la maison où vous avez grandi. Elle a 82 ans et fabrique encore le meilleur dolo de la région. Votre père, que vous avez perdu il y a 7 ans, s'appelait Boubacar et était instituteur. Il rêvait que vous deveniez enseignant comme lui, mais vous avez choisi le commerce parce que vous vouliez voyager. Le visage de Moussa Traoré se décomposa. Il était devenu très pâle. Comment pouvez-vous savoir tout cela? Et vous, Madame Dubois, continua Fatou en se tournant vers l'ethnologue, vous avez perdu votre mari dans un accident de voiture il y a 3 ans. Il s'appelait Jean-Claude et était professeur d'histoire à l'université de Lyon. Vous n'avez pas d'enfant, et c'est pour combler ce vide que vous vous êtes passionné pour l'Afrique. Vous cherchez une façon de donner du sens à votre vie en aidant à préserver les cultures menacées. Marie Dubois porta la main à sa bouche, les yeux écarquillés. Mon Dieu, qui êtes-vous? Je suis Fatou Sangaré, et j'ai 16 ans. Je suis tisserande et conteuse, et je porte en moi un don transmis par mes ancêtres. Mais surtout, je suis celle que vous cherchez pour votre projet, même si vous ne le savez pas encore. Moussa Traoré se redressa lentement. L'incrédulité avait fait place à un respect mêlé de fascination. Si ce que vous dites est vrai, si vous possédez vraiment ce don, alors vous pourriez être la clé de notre projet. Comment cela? Demanda Fatou. Ce fut Marie Dubois qui répondit, les yeux brillants d'excitation, nous ne cherchons pas seulement des artisans talentueux. Nous cherchons quelqu'un capable de faire le lien entre les mondes, de traduire l'essence des traditions africaines dans un langage que le monde moderne peut comprendre. Quelqu'un qui possède à la fois le savoir ancestral et l'intuition nécessaire pour l'adapter à notre époque. Mais comment êtes-vous sûr que je suis cette personne? Insista Fatou. Moussa Traoré sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. Vous venez de nous le prouver, mademoiselle Sangaré. Ce que vous avez fait là n'est pas un tour de magie, c'est une authentique manifestation de connaissance spirituelle.
Et vos tissages montrent que vous savez déjà créer des ponts entre tradition et modernité. Il se pencha vers elle, soudain très sérieux. Mais ce que nous vous proposons n'est pas un jeu, Fatou. Si vous acceptez de nous accompagner, vous devrez quitter votre village, voyager pendant des mois, travailler avec des technologies que vous n'avez jamais vues. Vous serez loin de votre famille, loin de tout ce qui vous est familier. Êtes-vous prête à ce sacrifice? Fatou sentit son cœur se serrer. Elle pensait à sa grand-mère Mamou, à sa mère qui avait besoin d'elle, à la vie paisible de Faraba qu'elle devrait abandonner. J'ai besoin de réfléchir, murmura-t-elle. Bien sûr, dit Marie Dubois avec compréhension. Prenez votre temps. Nous resterons au festival jusqu'à demain soir. Si vous décidez de nous suivre, retrouvez-nous à l'hôtel de la Paix à 6 heures. Ce soir-là, Fatou raconta tout à sa grand-mère. Mamou écouta attentivement, mais son expression s'assombrit au fur et à mesure du récit. Je ne sais pas, ma petite fille, dit-elle enfin. Certes, tu as reçu un don et une mission, mais tu es si jeune. Et partir si loin, avec des étrangers. Mais grand-mère, tu m'avais dit de suivre mon chemin. Oui, mais je pensais que ce chemin se déroulerait ici, au Mali, près de nous. Pas à l'autre bout du monde. Fatou fut déçue par la réaction de sa grand-mère. Elle avait espéré son soutien inconditionnel. Mais elle comprenait aussi ses craintes. Le lendemain matin, elle se rendit au marché pour réfléchir. C'est là qu'elle croisa Bakary Keïta, le fils du chef de village, un jeune homme de 25 ans qui la courtisait depuis des mois. Bakary était beau, intelligent, promis à un bel avenir. Il dirigeait déjà une partie des activités commerciales de son père et était respecté de tous. Beaucoup de filles du village auraient donné n'importe quoi pour attirer son attention. Fatou. Je te cherchais, dit-il en s'approchant. On m'a dit que tu avais rencontré des étrangers hier au festival. Des gens qui veulent t'emmener avec eux? La nouvelle avait déjà fait le tour du village. Dans une communauté aussi soudée que Faraba, rien ne restait secret longtemps. C'est vrai, Bakary. Fatou, écoute-moi bien. Il prit ses mains dans les siennes. Je sais que tu rêves de voyager, de voir le monde. Mais réfléchis, qu'est-ce qui t'attend vraiment là-bas? Ces gens vont utiliser, exploiter ton talent, et quand ils n'auront plus besoin de toi, ils t'abandonneront loin de chez toi. Tu ne les connais même pas, Bakary. Mais je connais le monde, Fatou. J'ai fait des études à Bamako, j'ai rencontré ces Occidentaux qui s'intéressent soi-disant à notre culture. Ils prennent ce qui les arrange et laissent le reste. Tu vas devenir leur petite africaine exotique qu'ils exhiberont dans leur musée. Ces paroles faisaient mal parce qu'elles touchaient une partie des peurs de Fatou. Reste ici, continua Bakary. Épouse-moi. Nous développerons ensemble un atelier de tissage, nous créerons de l'emploi pour les femmes du village. Tu pourras réaliser tes rêves sans quitter ton peuple. C'était une proposition tentante. Bakary était sincère, et son projet n'était pas dénué d'intérêt. Fatou aurait une vie confortable, respectée, utile à sa communauté. Mais au fond de son cœur, elle entendait encore la voix d'Amadou Hampâté-Bâ, astérisque, tu as été choisi pour une mission particulière. Astérisque. Cette nuit-là fut la plus difficile de la vie de Fatou. Elle monta sur sa terrasse habituelle, espérant que la lune lui apporterait des réponses. Mais le ciel était nuageux, et l'astre nocturne restait caché. Elle pensa à tout ce qu'elle laisserait derrière elle, sa famille, ses amis, la sécurité de son village, l'amour de Bakary. Elle pensa aussi à tout ce qui l'attendait peut-être, l'inconnu, la solitude, le risque d'être déçue ou exploitée. Puis elle repensa aux paroles du sage, si tu ne tentes rien, tu passeras le reste de ta vie à te demander ce qui aurait pu arriver. Vers minuit, les nuages se dissipèrent, et la lune apparut, éclatante. Le visage d'Amadou Hampâté-Bâ se dessina dans sa lumière, mais il semblait plus pâle, plus distant qu'auparavant. Tu hésites, ma fille, dit la voix familière dans son esprit. J'ai peur, grand-père. Peur de faire le mauvais choix. La peur est normale. Mais dis-moi, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Partir ou rester? Fatou réfléchit longuement avant de répondre. Partir me fait peur, mais rester me terrifie. J'ai peur de passer ma vie à regretter cette chance.
Alors tu as ta réponse. Écoute ton cœur, pas tes craintes. Et souviens-toi, tu ne partiras jamais vraiment. Nos ancêtres t'accompagneront où que tu ailles, et tu porteras toujours ton village en toi. Le visage commença à s'estomper, mais la voix ajouta encore, une dernière chose, Fatou. Le chemin que tu vas emprunter ne sera pas facile. Tu connaîtras des moments de doute, de solitude, de découragement. Mais chaque fois que tu regarderas la lune, souviens-toi que nous sommes là, que ta mission a un sens, et que tu n'es jamais seul. Le lendemain matin, Fatou annonça sa décision à sa famille. Comme prévu, sa mère ne comprit pas et tenta de la dissuader. Son père resta silencieux, mais elle voyait dans ses yeux qu'il était fier de son courage. Sa grand-mère Mamou eut les larmes aux yeux, mais elle sera sa petite fille contre elle en murmurant, « Va, mon enfant. Les ancêtres ont parlé, et nous devons obéir. » Bakary, lui, ne cacha pas sa déception et sa colère. « Tu commets une erreur que tu regretteras toute ta vie, Fatou. Mais quand tu reviendras, brisé et désillusionné, je ne serai peut-être plus là. » Ces paroles firent mal à Fatou, mais elles ne l'ébranlèrent pas. Elle avait fait son choix. À 6 heures précises, elle se présenta à l'hôtel de la paix avec un petit sac contenant ses affaires les plus précieuses et une sélection de ses meilleurs tissages. Moussa Traoré et Marie Dubois l'attendaient dans le hall, visiblement soulagés de la voir arriver. « Alors, demanda Marie. « Je viens avec vous, dit Fatou d'une voix ferme. » Le sourire qui illumina le visage de ses futurs collaborateurs lui confirma qu'elle avait pris la bonne décision. « Mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire ce qui arriva à Fatou dans les années qui suivirent, car cette histoire vraie mérite d'être contée jusqu'au bout. » Fatou voyagea d'abord en Europe, puis en Amérique, puis dans toute l'Afrique. Elle apprit à utiliser les ordinateurs, les caméras, les logiciels de création. Mais surtout, elle apprit à raconter l'âme de l'Afrique dans un langage universel. Le centre culturel itinérant qu'elle contribua à créer devint un succès mondial. Ses tissages furent exposés dans les plus grands musées, ses contes adaptés en applications mobiles touchèrent des millions de jeunes à travers le monde, ses créations inspirèrent une nouvelle génération d'artistes africains. Mais le plus beau de son histoire, c'est qu'elle n'oublia jamais d'où elle venait. Chaque année, elle revenait à Faraba, apportant avec elle des projets pour développer le village. Elle créa une école d'art où les jeunes apprenaient à marier tradition et technologie. Elle mit en place un programme d'échange qui permettait aux artisans de Faraba d'exposer leurs œuvres dans le monde entier. Un jour, Bakary Keïta vint la voir. Il avait mûri, et ses yeux avaient perdu leur amertume. « Tu avais raison de partir, Fatou, lui dit-il simplement. Tu es devenu ce que tu devais devenir. Et grâce à toi, notre village rayonne dans le monde entier. » Ils devinrent amis, et Bakary devint même l'un des partenaires les plus précieux de Fatou dans ses projets de développement local. Quant à grand-mère Mamou, elle vécut assez longtemps pour voir sa petite fille devenir une personnalité internationale. Avant de rejoindre les ancêtres, elle lui dit, « Tu as honoré notre lignée, ma fille. Les esprits sont fiers de toi. » Aujourd'hui encore, quand Fatou se trouve quelque part dans le monde, loin de chez elle, elle lève les yeux vers la lune. Et parfois, dans sa lumière argentée, elle aperçoit le sourire bienveillant d'Amadou Hampâté-Bâ qui lui rappelle que les traditions ne meurent jamais vraiment, elles se transforment, s'adaptent, trouvent de nouvelles voies pour toucher les cœurs et transmettre la sagesse. Mes frères et sœurs, quelles leçons tirer de cette histoire ? Que chacun de nous porte en lui des dons particuliers, des intuitions profondes qui peuvent changer sa vie et celle des autres. Mais ces dons ne se révèlent que si nous avons le courage d'écouter notre voix intérieure plutôt que les peurs et les conventions. Fatou aurait pu rester dans son village, épouser Bakary, mener une vie tranquille et respectée. Ce n'était pas un mauvais choix. Mais ce n'était pas son choix, celui que lui dictait son cœur et sa mission. Comme le dit le proverbe de nos ancêtres, l'oiseau qui a peur de voler ne découvrira jamais la beauté du ciel. Alors la prochaine fois que vous hésitez entre la sécurité et l'aventure, entre le connu et l'inconnu, entre ce que les autres attendent de vous et ce que votre cœur vous souffle, souvenez-vous de Fatou. Souvenez-vous que parfois, les plus belles destinées commencent par un simple « oui » murmuré à la lune. Et qui sait ? Peut-être qu'un soir, en levant les yeux vers les étoiles, vous verrez vous aussi un visage dans la lune qui vous parlera de votre propre mission dans ce monde.
Car nous portons tous en nous une part de cette lumière ancestrale qui relie le ciel à la terre, le passé au futur, les rêves à la réalité. Que cette histoire vous accompagne et vous inspire, mes frères et sœurs. Et n'oubliez jamais de la transmettre à vos enfants et aux enfants de vos enfants, car c'est ainsi que vivent les peuples, par leurs histoires qui passent de bouche en bouche, de cœur en cœur, sous l'œil bienveillant de la lune qui veille sur nous tous.